Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Cet épisode de Pool Pro Time vous est présenté en partenariat avec les Salins du Midi, entreprise française qui depuis des générations maîtrise la production de sel, de la récolte à la commercialisation. Il propose une large gamme de sels sous la marque Aquaswim, conçue pour le traitement des piscines équipées d'électrolyseurs. Et notamment le produit Aquaswim ActiPlus, pastille de sel multifonction, combinant une action anti-calcaire et une protection anti-corrosion. Aujourd'hui, on aborde la sécurité électrique des piscines avec Manuel Martinez. Un sujet très important qui fait écho aux normes NFC 15100 et NFC 18510. Dans cet épisode, Manu nous parle des obligations des gérants et nous partage ses conseils pour opérer en toute sécurité sur la partie électrique des piscines. Je vous laisse avec cet épisode assez sérieux, mais abordé en toute sympathie comme d'habitude avec Manu. Bonjour Manu, comment vas-tu ? Bien, merci. Et toi, Pauline ? Ça va super, merci. Manu, pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, donc, Manu Martinez, je gère le centre de formation de Pierre Latte et je suis expert membre de la compagnie CNEPS, la CNEPS, qui est une compagnie d'experts en piscine. Et ma spécialité, c'est l'électricité en piscine. Et on avait déjà fait un épisode, toi et moi ensemble, sur le sujet de la norme C1500. Et aujourd'hui, tu voulais justement parler d'un sujet qui te tient beaucoup à cœur, puisque la sécurité électrique des piscines, c'est un sujet qui est vraiment très important, mais tu vas nous détailler pourquoi. Donc pour commencer sur cet épisode, peux-tu nous rappeler quelles sont les normes électriques pour les piscines ? Alors, il y en a que 2, c'est facile. Il y a la C18510 qui est celle liée à la sécurité des personnes, c'est-à-dire tout ce qui touche au matériel de sécurité, à la formation, aux procédures de sécurité lorsqu'on fait l'intervention. Et puis la fameuse norme C1500 que tout le monde connaît plus ou moins maintenant quand même, qui régit les installations électriques. Comment doivent être faites les installations électriques, dont un tout petit paragraphe tout récemment, depuis août 2024, sur le pool terre. Ok, c'est vrai qu'on l'avait abordé lors de 2 épisodes de Pool Pro Time. Et donc ces 2 normes-là, électriques pour les piscines, est-ce qu'elles sont d'application obligatoire ou pas du tout ? Alors oui, et ça d'ailleurs ça fait partie des seules normes qui sont obligatoires. Les normes électriques sont obligatoires parce qu'elles découlent d'une loi. Il y a également la loi sécurité sur l'obligation de mettre un système de sécurité, que ce soit une alarme, un abri, etc. Voilà, ça découle de loi, et tout ce qui découle de loi, c'est de fait obligatoire. Contrairement à des normes, je prendrai la norme par exemple sur la pose de membrane, ce sont des recommandations, et en l'absence de désordre, s'il n'y a pas de problème sur la membrane qu'elle ne fuit pas, par exemple, eh bien, un client va pas pouvoir dire au piscinier, vous n'avez pas posé la membrane conformément à la norme, donc vous me la refaites. Alors que en électricité, oui, si c'est pas fait conformément à la norme, on doit mettre à jour, même s'il n'y a pas eu de problème, même si tout va bien, on doit se mettre en conformité. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour les gérants au quotidien ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on prend la norme C1500, c'est la manière dont on a fait l'installation. Donc, par exemple, on parlait du pool terre. Ça peut être tout simplement de mettre les bonnes protections sur une installation. Et ça engage bien sûr la responsabilité du technicien qui réalise ces installations, parce qu'il y a des personnes qui vont les utiliser. Là où ça se complique un peu, déjà je suis pas certain que tout le monde ait entendu parler de la norme de la C18510. Celle-ci, elle est beaucoup moins connue, et pourtant elle régit tout ce qui est la sécurité du personnel, quant à la formation, quant aux procédures de sécurité et à la formation. Et là où les gérants particulièrement ne se rendent souvent pas compte, c'est que on prend un technicien, il nous affirme qu'il sait faire des dépannages électriques, on l'envoie naturellement, sans trop se poser de questions, faire un dépannage,
Et là, le gérant prend des risques s'il n'a pas quand même pris un certain nombre de précautions. Déjà, de s'assurer qu'il possède l'habilitation qui est en phase avec les tâches qui vont lui être confiées, et ensuite qu'il a les compétences. Voilà, donc là, ça engage directement, comme on parlait que ça découle d'une loi, ça engage directement la responsabilité personnelle du gérant. D'accord. Donc, selon toi, c'est une des grandes obligations pour les dirigeants, c'est vraiment qu'il y ait une habilitation des personnes qui vont intervenir sur les piscines, sur la partie justement électricité. Oui. Alors, les obligations ne touchent pas que la formation, hein. Ça, c'est pareil, ça commence à être assez connu des gérants. Ils savent qu'il faut tous les 3 ans leur faire passer ou repasser l'habilitation électrique. Dans notre cadre d'activité à nous en piscine, en tout cas du technicien piscine qui installe des coffrets et qui est amené à dépanner ces coffrets ou alors à modifier une installation parce qu'il rajoute un équipement, eh bien, il faut qu'il soit habilité BR. BR, c'est l'appellation exacte, c'est chargé d'intervention. Il faut qu'il possède cette habilitation. Tu nous as cité quelques matériels, mais c'est quoi la liste vraiment des matériels à avoir et comment peuvent se fournir les dirigeants? Alors, il y a 3 familles de matériel obligatoire dans le cadre d'une habilitation BR. Donc, quand quelqu'un intervient dans le cadre du SAV ou de l'installation, la première chose, c'est qu'il faut un VAT. Ça, c'est pour la partie mesure. Ensuite, l'autre famille, c'est les EPI, on les a cités tout à l'heure. Là, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement dans les fournisseurs de matériel électrique. Tapis, gants, isolants bien sûr, et à minima lunettes, mais le mieux c'est des écrans. Ça se trouve assez facilement. Et puis ensuite, il y a la famille des verrouillages. Là-dessus, c'est un peu plus compliqué pour et le gérant et le technicien de trouver des kits qui permettent de verrouiller l'ensemble du matériel qu'on trouve nous en piscine. Par exemple, chez un fournisseur comme Rexel ou Yes Electric, etc., on a des kits qui sont plus axés sur du matériel électrique industriel que domestique. Et nous, on est un peu entre les deux. On a beaucoup de domestiques et on a une partie qui relève de l'industriel comme les disjoncteurs moteurs. Donc là-dessus, au centre de Pierre Lab, on a eu une réflexion et on s'est rapproché d'un fournisseur pour qu'il élabore un kit avec uniquement les références qui concernent le piscinier. Ça permet de pas acheter un kit où la moitié des choses servent à rien et puis l'autre moitié, enfin et l'autre moitié, ben il en manque. Donc là, on a fait un boulot assez sympa. Du coup, tu es en train de nous dire, Manu, qu'il y a justement tout un pack avec tous les éléments nécessaires justement pour des interventions électriques sur des piscines en lien avec la norme NFC 18510. Du coup, est-ce que tu peux nous donner le nom justement de ce fournisseur? Oui. Alors, ce que je dis là, ça concerne uniquement les systèmes de verrouillage, hein. On a fait assembler une trousse avec tous les petits verrouillages nécessaires à ce qui nous concerne nous, à une société qui s'appelle ElectroWorld 26. Et justement, quelles sont les conséquences en cas de non-respect de ces deux normes obligatoires? Alors, elles peuvent être graves et c'est ce que ne réalisent pas bien souvent les gérants. Si un employé a un accident électrique, il va y avoir une enquête de la directe, comme dans tous les accidents qui peuvent être parfois graves, voire même mortels, hein. Enquête de la directe. Si l'employé a été formé, si l'employé disposait du matériel nécessaire, alors, eh bien, c'est un accident. Si par contre, l'employé n'a pas été formé, il disposait pas du matériel nécessaire, à ce moment-là, c'est une négligence. Mais c'est pas une négligence qui va coûter des sous ou qui va viser l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, ça découle d'une loi et comme on sait, nul n'est censé ignorer la loi. Et là, la responsabilité, elle est pénale. Pénale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où un patron, un gérant, n'a pas pris ces 2 précautions de formation et de mise à disposition du matériel, déjà, en cas d'accident, il n'est pas assuré. Donc c'est première conséquence quand même assez lourde puisque si quelqu'un perd un œil par exemple parce qu'il a pris un court-circuit dans la figure ou que ça peut être la mort, hein, soyons clairs. À ce moment-là, il n'est pas assuré et c'est sa responsabilité personnelle qui est engagée, ça veut dire sa trésorerie perso, sa maison, voire même ça peut aller jusqu'à du pénal. Le pénal c'est la prison, hein. Ça peut aller jusqu'à la prison. Voilà. Donc c'est pas à prendre à la légère. Il y a déjà eu des cas, pas en piscine que je sache, mais on est à l'abri de rien. Mais c'est cet aspect-là, pour être directeur du centre de formation de Pierre Latte, je trouve que il est relativement pris à la légère parce qu'on reçoit en deuxième habilitation
parce que l'habilitation, elle est renouvelable tous les 3 ans. En deuxième habilitation, et puis on voit qu'ils reviennent sans matériel. Alors on leur pose des questions à la machine à café, on dit alors c'est bon, vous êtes équipés, machin. Ah ben non. Non, non, on a fait la formation et du moment qu'on a le sésame, c'est bon, on s'est débarrassé de cette obligation et puis voilà. Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on doit voir les choses. Il faut le voir comme quelque chose de positif déjà, puisque la formation, l'avantage, c'est qu'on a une harmonisation, une relative harmonisation des formations de dépannage électrique dans les centres de formation de piscine en France, et que déjà ce sont de vraies formations techniques. Ça veut dire qu'on leur apprend à dépanner. Donc ça, c'est pas du luxe dans notre monde de piscinier, parce que il y a quelques domaines de compétences qui font peur dans le métier. L'électricité en fait partie, souvent. Donc ça aide déjà à garder la compétence du personnel, mais surtout, là où c'est vrai que ça me fait un peu peur, c'est que ils reviennent 3 ans plus tard, ils n'ont pas le matériel, par exemple. Donc c'est bien la preuve que certains gérants ne prennent pas conscience de la gravité que ça peut avoir. Voilà. Et ça, c'est un message que je veux faire passer vraiment à tous les gérants. Ça coûte pas grand-chose. C'est un trousseau de verrouillage, ça doit coûter dans les 90 euros. Un ensemble, un VAT, on peut en trouver entre 50 et 100 euros. Les EPI, il y en a pour aller 150 euros. On va dire que pour 300 euros, une équipe est complètement opérationnel, en sécurité. Il se prémunit de problèmes qui peuvent être graves et engager vraiment sa responsabilité personnelle. Là-dessus, je voudrais vraiment insister. C'est pour ça que je suis un peu long. En effet, Manu, tu touches un point important justement, c'est que il y a des choses qui sont mises en place, qui sont réglementaires, d'application obligatoire pour déjà la protection de la santé et puis aussi pour la protection de la vie de façon générale, parce qu'effectivement, d'après ce que tu dis, ça peut avoir des conséquences très lourdes et ça peut briser des vies. Et selon toi, d'après ce que j'ai compris, donc il y a deux grandes obligations pour les dirigeants. Déjà, la première, la notion de formation et d'habilitation, et la deuxième, la notion de matériel. Si on approfondit là un petit peu plus sur le sujet de l'habilitation, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment ça se passe? Tu as dit qu'il fallait se former tous les 3 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, l'habilitation, je vais la comparer à un permis de conduire. C'est un peu le permis de conduire de l'électricité. C'est-à-dire que un patron qui forme un employé, il l'envoie en formation pour sa propre sécurité. L'employé repart avec une habilitation personnelle. En fait, c'est une attestation de formation, une attestation de réussite à une formation de sécurité électrique. Le patron, ensuite, décide de l'habiliter ou pas. Je m'explique. Le technicien, il a son permis de conduire de l'électricité. Il arrive chez un patron, il lui dit, ben ok, vous avez la formation, voilà le matériel, je vous habilite. C'est le patron qui habilite in fine. Ça, c'est une finesse du dispositif. C'est-à-dire évidemment que ça tombe sous le sens. Si l'employé change d'entreprise et que cette entreprise recrute un nouveau technicien, il faudra à nouveau qu'il s'assure qu'il a le permis de conduire l'électricité. Un patron peut décider tout à fait à l'inverse, j'ai envie de dire, toujours pour sa propre responsabilité. C'est pas parce qu'il a le permis de conduire qu'il va lui laisser conduire un camion. Je m'explique. Il peut y avoir des problèmes d'alcool. Il peut y avoir des problèmes, par exemple, qu'un employé a déjà abîmé 3 camions. Et malgré qu'il a le permis de conduire, il décide de ne pas le laisser conduire. Eh bien, l'habilitation, c'est pareil. Quelqu'un peut tout à fait, on a 2 techniciens, 3 techniciens, ils sont tous habilitables. Le patron peut décider, moi, dans l'équipe, là, j'habilite monsieur un tel à intervenir dans les coffrets électriques. Pourquoi? Parce que peut-être il a plus d'expérience, parce que peut-être les autres ont déjà fait des bêtises, pour X raisons. C'est de la responsabilité du patron. Donc, un employé qui passe la formation d'habilitation, il devient habilitable. Et chez son patron, et s'il part de chez son patron, il devient habilitable avec son nouveau patron. Mais c'est quelque chose de nominatif. L'habilitation est nominative. Et l'habilitation, elle se donne comment en fait? Elle est contractuelle? C'est un avenant au contrat? Ça se rajoute dans le contrat de travail? Comment est-ce que le patron il dit qu'il habilite vraiment son salarié? Il y a un document à remplir, il y a la fameuse carte verte. Donc ça, il suffit d'aller sur le référentiel de la C18510.
C'est quelque chose qui est courant, qu'on trouve facilement sur Internet. C'est habilitation. Par contre, évidemment, le patron doit habiliter uniquement si l'attestation de formation à l'habilitation BR est valable chez son technicien et en cours de validité. Ok. Au niveau de la formation, justement, où est-ce qu'ils peuvent se former? Un gérant a le choix de former son employé là où il veut au niveau de l'habilitation. Ça peut être dans une APAV, DECRA, Socotec, etc. L'inconvénient de ce type de formation qui sont valables, attention, au niveau de la sécurité, ça fait le job, comme on dit, c'est que ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va y trouver des électriciens, des plombiers, un peu de tout. Et donc, le contenu de formation, il y a un modèle, un standard dans l'éducation nationale qui est repris d'ailleurs par tous ces organismes que je viens de citer. Ils pratiquent devant les armoires habilis, qu'on appelle, et c'est une grande armoire de 2 mètres où ils vont manipuler des disjoncteurs qui ne verront plus jamais de leur vie. Donc, le parti pris des centres de formation tels que celui de Pierre Latte, alors ça peut être à Pierre Latte, ça peut être chez Cap Formation, nos partenaires à Montpellier, à Toulouse, ça peut être WFE Formation. On a tous le même format, hein, le support est le même. D'ailleurs, on s'est concerté, on s'est mutualisé ce format de formation. Là, par contre, c'est une vraie formation. On a pris ce parti-là de faire une vraie formation au dépannage électrique, pas que à la sécurité. Pourquoi? Parce que comment se mettre en sécurité quand on maîtrise pas ce qu'est le dépannage électrique? C'est pas possible. Alors oui, oui, on va pouvoir se mettre en sécurité de manière excessive, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de mettre, comme diraient certains, ceinture et bretelles. On fait plus rien et voilà, c'est pas le but non plus. Donc nous, on a pris le parti, les centres de formation de piscine, de faire une véritable formation au dépannage électrique dans laquelle est inclus les savoirs. Il y a des savoirs obligatoires avec un taux de réussite obligatoire et aussi les tâches obligatoires. Il y a un certain nombre de tâches qu'il faut avoir effectuées pour pouvoir valider l'habilitation. Donc, la réponse à où est-ce qu'on peut faire passer l'habilitation, à n'importe quel organisme officiel qui le propose. Mais je dirais aux gérants qui nous écoutent, de préférence, envoyez vos salariés dans les centres de formation de piscine parce que ils vont pratiquer du matériel et apprendre les méthodes de dépannage sur ce qu'ils voient tous les jours. Et ça, c'est intéressant, c'est une plus-value. Oui, c'est quand même un avantage qu'il y a justement sur les centres de formation spécialisés dans l'univers de la piscine. Et justement, tu parlais du matériel. Je crois que c'est une des grandes obligations pour les dirigeants d'entreprise que de fournir le matériel, si j'ai bien compris. Les 3 familles qu'on a dit sont absolument obligatoires. Il y a pas d'option. C'est donc les EPI, les équipements de protection individuelle, un VAT, non pas un voltmètre. Voilà, ça c'est obligatoire. Et puis le nécessaire. Quand je dis le nécessaire, c'est tous ces petits équipements, ce kit, on va dire, de verrouillage permet de verrouiller tous les cas de figure de tout ou partie de l'installation. Ça, c'est l'obligation du gérant, faute de quoi sa responsabilité pénale peut être engagée. Et tu considères que justement, vu que l'habilitation est nominative, est-ce que chaque personne habilitée, de par la formation et de par du coup la décision de son patron, doit avoir justement tout le matériel, ou est-ce que l'entreprise peut avoir un seul matériel? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors là, il n'y a pas de réglementation là-dessus sur la quantité de matériel qu'il faut avoir selon le nombre de personnes, mais c'est une question de bon sens. Je dirais que à minima, un ensemble de matériel de sécurité par véhicule. Parce que comme ça, même s'ils sont 2 dans le véhicule, il y en aura au moins un qui peut s'équiper pour faire les opérations et ne pas engager la responsabilité du gérant. Après, bien sûr, si chacun a son matériel, c'est tant mieux, mais je dirais qu'à minima, c'est un ensemble par véhicule. Ok, super pour ces informations. Si je dois conclure, Manu, et si je comprends bien, donc il y a deux grandes obligations, l'habilitation, la fourniture de l'équipement, et effectivement, si ces deux éléments-là sont pas respectés, les conséquences peuvent être très graves pour les dirigeants d'entreprise, pour les salariés bien sûr, puisque c'est protéger leur santé, leur vie, mais aussi celle de leur employeur. Eh ben oui, c'est exactement ça, Pauline. Il y a la responsabilité pénale du gérant est engagée. Donc c'est lui et sa famille, hein, clairement, qui sont concernés. Donc je les encourage à être vigilants. D'ailleurs, on a fait un article à ce sujet sur le Spécial Pro 67, qui est un article qui reprend toutes ces obligations, les obligations de l'employeur. Et même si les gérants veulent tester leurs connaissances au niveau sécurité et au niveau responsabilité, il y a même un quiz à la fin, un quiz assez ludique
Je dirais c'est un petit challenge sympa une quinzaine de questions de mémoire que chaque gérant peut faire. Il est à la fin du magazine. Super, et cet article est un bon complément de cet épisode de podcast qu'on enregistre ensemble. Merci beaucoup Manu pour tous tes conseils et ton partage d'expérience. Tu connais le rituel. Maintenant, pour finir cet épisode, je vais te laisser le mot de la fin. Alors le mot de la fin, il va être encourageant pour toi, Pauline. La première fois que tu m'as parlé de podcast, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais le podcast, qui va écouter ça? Et puis, en fait, je me suis aperçu, j'ai eu beaucoup de retours. On m'a dit, ah, mais je t'ai entendu sur le podcast, etc. Et au final, très complémentaire avec les articles qui sont écrits parce que ça touche pas les mêmes personnes ou ça vient complémenter. On s'est aperçu que lorsqu'on rédige un article technique, on essaye d'être le plus précis possible, mais alors ça a des avantages, mais ça a l'inconvénient que souvent c'est lu en diagonale. Et finalement, les lecteurs prennent parfois plus le temps d'écouter le podcast que de lire. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs. En tout cas, félicitations parce que tu avais raison. Merci en tout cas pour tes encouragements et puis à très bientôt, j'espère, dans un prochain épisode. Ce n'est pas un sujet simple, la sécurité électrique des piscines, mais c'est un thème à rappeler, surtout avec l'évolution des normes obligatoires. Si cet épisode vous a interpellé, je vous conseille de relire l'article que Manu avait rédigé dans le spécial pro numéro 67 du mois d'avril 2026. Vous pouvez retrouver cet article aussi en ligne sur le site eurospapoonews.com. À bientôt dans un prochain épisode. Merci au Salin du Midi pour leur soutien à cet épisode de Pool Pro Time. Avec la gamme Aquaswim, ils mettent à disposition des professionnels du spa et de la piscine un produit multifonction et efficace pour une eau toujours plus saine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.expert avec un s-6 ou eau.com. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoonews, mais aussi sur le site eurospapoonews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!